de 2000 à ce jour, aucun président de la République n'a soutenu le financement de l'opposition alors que les lois ont été votées. Donnons le moyen à l'opposition pour promouvoir la démocratie. Donc le pays ne s'inscrit pas dans une logique de promouvoir la démocratie. Et les combats de Papa Tshisekedi. Non, je vais après ça sur l'état de siège. La crise à l'est, c'est l'état de siège et je termine. J'ai lu les résolutions telles que je vous dis. La conclusion de cette analyse, les résolutions, et je serai à vous et pour les questions. En fait, la question de l'état de siège. Première résolution au peuple congolais. Le MLP demande au peuple congolais. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Président national du MLP, c'est-à-dire le mouvement lomondiste aujourd'hui. Mais comme l'honorable Franck Diongo est le papa de tous les Congolais, on ne peut que le président national du MLP ne s'est pas exprimé. Il a observé la question de la démocratie. Je vous ai dit que le MLP, à travers son président, nous avons participé à toutes les grandes réunions où on a parlé du Congo. Les questions liées à la démocratie. Est-ce que l'État congolais, si nous prenons à partir de 2000 à 2022, les 22 dernières années, est-ce que l'État congolais s'inscrit dans une voie de la promotion de la démocratie? Les éléments d'analyse que nous allons tout de suite vous révéler, vous allez vous me conclure, ou nous allons conclure ensemble. À Sun City, quand nous avons négocié pour mettre un terme à la guerre, il a été question de voter de résolution pour qu'il n'y ait plus la guerre, pour qu'il n'y ait plus l'exclusion, pour qu'il y ait une société réellement démocratique en RDC, à travers les nouvelles institutions. C'est pour cela que nous avons rédigé, donc votre humble serviteur, pas seulement qu'il a été co-signateur de l'accord global inclusif, co-rédacteur de la constitution de la transition, y compris l'actuelle constitution, constitution en vigueur, nous avons été co-rédacteurs. Donc nous avons l'esprit et la lettre de cette constitution. La volonté est de l'ensemble des 500 délégués à Sun City et la volonté des législateurs, c'est que le Congo soit un État de démocratie. De sorte que ceux qui gouvernent avec le moyen de l'État et l'opposition également fait l'opposition avec les moyens de l'État. C'est comme cela que nous avons voté de loi pour renforcer la gouvernance institutionnelle avec la gouvernance administrative, ainsi de suite, et de sorte que l'opposition aura 3 lois. Il y a eu une loi que nous avons votée sur les partis politiques, une loi que nous avons votée pour le financement des partis politiques, et également une loi que nous avons votée sur le statut de l'opposition. De sorte que l'organisation de l'opposition soit légale et soit financée par l'État.
De la signature de l'accord global inclusif, de la rédaction de la Constitution, à ce jour, on n'a jamais permis que les porte-parole de l'opposition soient installés, et de sorte que, par exemple, parce qu'il y a un budget qu'on doit payer à l'opposition. 2014-2015, c'était 80 millions de dollars qu'il fallait donner aux porte-parole de l'opposition pour le fonctionnement d'une année. Ce légal est constitutionnel. De 2000 à ce jour, aucun président de la République n'a soutenu le financement de l'opposition alors que les lois ont été votées. On considère cela comme entrave à la démocratie. On considère cela comme le non-soutien de la promotion de la démocratie. Le drame tragique de la tragédie, c'est qu'on a un président de l'opposition qui a fait l'opposition, qui a été victime de cela, mais dans la mandature aujourd'hui, le président de la République, sa gouvernance, ne parle pas de donner le moyen à l'opposition pour promouvoir la démocratie. Donc le pays ne s'inscrit pas dans une logique de promouvoir la démocratie. Et le combat de Papa Tshisekedi, qui est le père de la démocratie, en renonçant à la non-violence, c'est que nous devons faire tout pour que le Congo soit un État de démocratie. Aujourd'hui, au Congo, on considère l'opposition comme l'ennemi du pouvoir, à tel point que les services de renseignement, l'ANR, qui sont là, l'ANR, la police, les services spéciaux, la justice, considèrent l'opposition comme un antipatrie, comme l'ennemi du pouvoir. Or, que nous avons organisé légalement, il y a des lois. Ceux qui ont besoin de ces lois-là, ils rentrent à mon cabinet, je vais leur donner, ou aller acheter au journal officiel. La loi sur le financement des partis politiques également n'a jamais été mise en application. Ce sont des instruments qui permettent, bien entendu, la promotion de la démocratie. Il n'y aura jamais de développement sans démocratie. Et pour avoir la démocratie, il faut avoir une opposition légale. Et cette opposition légale est financée par l'argent de l'État. C'est constitutionnel, c'est légal, il y a des lois pour ça. Aucun président n'a accepté ça. C'est ça qui justifie bien entendu les vagabondages politiques, la crise d'identité. Tout le monde tourne du côté du pouvoir pour trouver de l'argent. Ce n'est pas pour cela que nous avons signé l'accord global inclusif. Ce n'est pas pour cela que nous avons rédigé la Constitution. Nous avons besoin que le Congo soit un État de démocratie. Le financement des partis politiques, il est clairement établi que l'État congolais soutient le fonctionnement des partis politiques. C'est établi. Vous trouverez la référence, par exemple, pour les dépenses des élections. En Belgique, en France et partout dans le monde, de pays riches et démocratiques, l'État soutient ne fût-ce que la partie des campagnes électorales de toute la classe politique. C'est pour dire, si l'État dit, prenons les cas, une échéance électorale des députés nationaux. L'État dit, les dépenses de campagne sont à 100 000 $ plafond. L'État, pour 500 députés, l'État va garder, bien entendu, 500 députés. Enfin, 100 000 $, c'est 50 millions de dollars. L'État prendra 50 millions de dollars à rembourser dans 5 ans 1 million de dollars par an pour soutenir la démocratie. Et vous trouverez que l'État ne donne rien aux partis politiques, mais conditionne toujours les partis politiques. On vous dira, il faut 1 000 $ par candidat aux élections. Mais comme cette loi aujourd'hui, il faut avoir 300 candidats, donc les partis doivent avoir 300 000 $ pour que la liste aux élections soit recevable. C'est encore en torse à la démocratie. Alors l'État ne donne rien, il n'y a que des exigences aux partis politiques. C'est éloigné de la vision de ceux qui ont participé au dialogue intercongolais et qui ont voulu que le Congo soit démocratique. Et s'écarter de la ligne des pères fondateurs de notre société, de notre indépendance et le père fondateur de notre démocratie qui est Etienne Tshisekedi. Ça, c'est une idée sur les entorses à la démocratie. Donc le Congo ne va pas dans la direction d'avoir un État qui consolide la démocratie, qui fait la promotion de la démocratie. C'est le premier élément. Deuxième élément, mes chers amis de la presse, les combattantes et combattants du parti et les hauts cadres du parti, je prends un point par hasard. La question des considérations économiques.
Le régime actuel au pouvoir a vanté, et c'est vrai, les taux de croissance sont très élevés, la grande mobilisation de recettes, mais les problèmes qui se posent, quel est le taux de pauvreté, quel est le taux de chômage, quel est le taux des inégalités? Est-ce que la mobilisation des recettes vantées, les taux de croissance même les plus élevés de l'humanité, est-ce que cette croissance est inclusive? Est-ce qu'elle aurait tombé dans la vie de la société, de notre population? Non. Cela n'est pas inclusif. Parce qu'on vous a distribué les textes, et que je dois être très bref et sommaire, vous avez tous les chiffres qui sont là. Quelques références qui vous démontrent que ça ne marche pas dans le Conseil économique. Après 62 d'indépendance, après 70 ans d'indépendance, 3/4 de la population congolaise vit dans l'extrême pauvreté. Quand je prends, par exemple, la question alimentaire, ça c'est publié par les programmes Action mondiale, les programmes, les programmes Action mondiale contre la faim, Action contre la faim. Vous trouverez que en 2018, le Congo avait 13 millions, je crois que 7, de Congolais qui étaient exposés à l'insécurité alimentaire. Alors qu'aujourd'hui, c'est doublé. 27 millions de Congolais sont exposés à l'insécurité alimentaire. Les enfants de moins de 5 ans, nous avons 860 millions de Congolais de moins de 5 ans qui sont exposés à l'insécurité alimentaire. Et de ces 860 millions, vous avez 220 millions d'enfants qui, si on ne les prend pas en charge, ils vont arriver à une situation sévère qui va les amener à la mort. Donc vous comprenez par là. Quand nous regardons le taux de croissance, toutes les statistiques que vous trouverez dans les documents, vous comprendrez que sur le plan économique, le pays est dans une situation très grave. Le climat des affaires. Dans le climat des affaires, tout le monde sait qu'il y a méfiance des investisseurs. Pendant la mandature, les grands investisseurs ne viennent pas. Il faut s'interroger, pourquoi ils ne viennent pas? Parce qu'il y a la morosité des affaires est due à au niveau des corruptions très élevé. L'indice de perception de la corruption pour la RDC, nous sommes parmi les 15 pays les plus corrompus de la planète. Nous sommes parmi les 15 pays les plus corrompus de la planète. Et là, d'ailleurs, c'est Transparency International qui a publié, et vous aurez ça dans les documents. Quand vous observez l'indice Doing Business, le Congo est vraiment à la quai de toutes les nations. Mais pourquoi il y a méfiance dans le climat des affaires? Parce que l'État congolais n'a rien entrepris de tangible dans l'amélioration du climat des affaires et l'attractivité des investisseurs. Il n'y a rien dans l'attractivité et dans l'environnement des affaires, encore moins attirer les investissements. Ce manque d'attractivité des investissements et des manques d'amélioration du climat des affaires est dû également à notre administration. Parce que l'administration congolaise, pour faire confiance, pour les investisseurs fassent confiance à un pays, on étudie son administration. L'administration doit être efficace, efficiente, transparente et responsable. Notre administration n'a pas bénéficié de cela. Ce qui fait que
quand les investisseurs observent ça. Mais il y a également d'autres facteurs. L'intrusion de la politique et dans la justice. Il se pose un problème de la sécurité judiciaire et sécurité de la justice. C'est parmi les indices qui montrent la méfiance, bien entendu, des grands investisseurs pour qu'ils viennent, et bien entendu, dans notre pays. Et n'oubliez pas la rétrocommission, l'exigence de la rétrocommission, la corruption aggravée. Vous comprenez par là que la mauvaise gouvernance est aussi un élément qui crée la méfiance, bien entendu, aux investisseurs de venir. C'est ça qui justifie notamment la morosité que vous observez auprès sur le climat des affaires. J'ai cité, parce que je ne peux pas tout citer, parce que j'ai dit, je vous donne l'économie. Ce sont les indices, les indicateurs. Ceux qui vont lire pour des questions de précision, je suis à votre disposition. Après le climat des affaires, je parle de l'éducation. Je parle de l'éducation de nos enfants qui vont continuer avec les grands Congo après nous. Parce qu'une question est posée. Qu'est-ce que nous faisons de notre jeunesse? Qu'est-ce qu'ils vont devenir demain? Est-ce que nous préparons notre jeunesse à devenir l'imbécile de demain? Est-ce que nous prenons en compte le besoin de notre jeunesse? Ou nous préparons une jeunesse qui doit, une jeunesse des éponges, qui doit absorber tout? Ou nous préparons une jeunesse irresponsable qui ne peut pas prendre conscience de la réalité des dangers et prendre son avenir en main, une jeunesse entatiste et observatoire. La question liée à l'éducation. Dans d'autres pays comme au Canada, l'éducation et la santé prennent 70% de budget. Au Congo, quand nous avons été en Afrique du Sud, parce qu'il faut connaître l'histoire de votre pays, cela que nous a pris une résolution qu'on a transcrite dans la Constitution pour dire la gratuité de l'éducation. C'est une résolution du directeur congolais qu'il fallait mettre dans la Constitution. Obligatoire, l'école primaire est obligatoire et gratuite. Est-ce que la gratuité de l'éducation a réussi? Vous allez découvrir avec moi, ensemble, que sur le plan des concepts, c'est constitutionnel. Mais je le regrette de vous dire que la gratuité de l'éducation a échoué. La gratuité de l'éducation a échoué. Pourquoi la gratuité a échoué? Faute d'encadrement et d'un bon accompagnement. Ça, c'est premièrement. Comment cela fonctionne? Premièrement, vous savez que la gratuité de l'éducation égale tous les enfants qui sont à la maison, rentrent à l'école, dans les salles de classe. Mais il faut déjà préalablement qu'on connaisse quel est le vrai problème que pose l'éducation. C'est le problème de l'accès. Qui accède à l'éducation? L'accès à l'éducation. C'est le problème de la qualité de l'éducation. C'est le problème des contenus du programme de l'éducation. C'est le problème des matériels didactiques et des infrastructures qui reçoivent nos enfants. Malheureusement, l'État congolais, l'actuelle gouvernance, a programmé la gratuité de l'éducation, mais vous avez vu que les infrastructures ne sont pas construites. Les salles de classe sont les mêmes. Une salle de classe avec une capacité de 20 étudiants, 20 à 30 élèves, reçoit 80 enfants. Avec des enseignants mal payés, sous-payés, impayés, démotivés. Vous aurez quelle qualité de l'éducation, mes amis?
C'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux qu'il ne faudrait pas inscrire dans la rhétorique propagandiste. C'est une question de vie ou de mort. C'est l'avenir de notre pays, c'est l'avenir de notre jeunesse. Ce n'est pas seulement la question des caractères pléthoriques dans les salles de classe. Là, j'ai relevé en fait les caractères pléthoriques dans les salles de classe. Ce n'est pas ça seulement le seul problème. Je relevais les enseignants qui sont démotivés parce qu'ils sont mal payés, sous-payés et impayés. Mais également, comment on traite les nouvelles unités? Les enseignants nouvelles unités qui enseignent, qui attendent leur mécanisation, les gens qu'on mécanise, ce sont d'autres personnes que ceux qui travaillent réellement. On continue. Vous avez vu qu'on a retraité quelques enseignants. Vous avez vu qu'on a retraité quelques enseignants. Mais comment nous avons un même gouvernement, un seul pouvoir, des mêmes ministères, mais les enseignants ont 1500 à 2500 qu'on leur donne pour leur retraite, mais dans d'autres ministères, c'est 5 000, 10 000, 15 000, 20 000. C'est comment ça se passe? Donc la mauvaise gestion de ces dossiers de retraite, de nouvelles unités, c'est parmi les éléments qui ont contribué à l'échec de la gratuité de l'éducation. C'est question de vie ou de mort. Et nous devons le dire parce que c'est notre destin que devons prendre en main. Nous allons nous effacer et nos enfants vont continuer avec le pays. Nous avons l'obligation morale, politique et historique de garantir une éducation de qualité à nos enfants. Il ne faut pas inscrire la question de l'éducation de nos enfants dans une rhétorique électoraliste et politique. C'est un problème réel qu'il faut prendre. Et là, je vous ai parlé des matériels didactiques, les salles de classe qui n'ont pas été construites. Quel est le rendement d'un enseignant ou d'un enfant qui est dans une salle de 25 à 30 élèves? Ils sont 80. Mes chers amis de la presse, je dois vous dire la vérité que le but de l'école primaire et secondaire, le but de l'école primaire, ce que l'enfant doit connaître, doit savoir comment écrire, comment lire en langue nationale et en langue officielle, comment calculer, de sorte que même s'il ne terminait pas les études, moi, je ne calculer. Mais à ce jour, la gratuité de l'éducation n'a pas répondu à ces problèmes. Un autre élément qui a contribué à l'échec de la gratuité de l'éducation. La première année, la gratuité de l'éducation est arrivée jusqu'au secondaire. Les parents se sont préparés pour ça. Mais la deuxième année, on a ramené la gratuité de l'éducation uniquement jusqu'en 6e, en excluant 7e et 8e. Alors que la loi cadre sur l'éducation a réformé en ajoutant, bien entendu, 7e et 8e. C'est-à-dire jusqu'au 2e secondaire dans l'ancienne version. Considérant tout cela comme un enseignement de base, de sorte qu'un enfant, s'il ne va pas continuer, qu'il ait un métier, qu'il connaisse ses métiers. Mais dans la deuxième année de la gratuité de l'éducation, on a ramené uniquement à l'école primaire, en ne respectant pas la loi cadre sur l'éducation, alors que cette loi a été déclarée conforme à la Constitution. Voilà autant d'éléments qui ont fait qu'à ce jour, la gratuité de l'éducation est un échec. La désactivation des écoles. Il est vrai que la personne qui parle de cela, c'est vrai, la désactivation des écoles a créé un nouveau problème parce qu'il y a des écoles qu'on a désactivées, notamment on a désactivé les enseignants des écoles. Désactiver, ça veut dire ne plus le payer alors qu'ils sont en règle avec l'État et qu'on les payait pendant un moment. Et à un moment donné, on les a réactivés, mais 5 à 8 mois, ils n'ont pas été payés. Jusqu'à ce jour, ces enseignants ne sont pas encore payés. Donc, j'ai profité de ces micros pour exiger à l'État de payer ces enseignants dont on a désactivé, on les a réactivés, mais la dette de paiement de l'État, qu'on les paye. Merci beaucoup de m'avoir rappelé. Ça, c'est un élément sur la gratuité de l'éducation.
Je viens au fameux dossier, bien entendu, des infrastructures. Je vous ai dit dans mon introduction que les infrastructures prennent 60 à 70% dans le budget d'investissement. Ça veut dire les budgets d'investissement pour tous les autres secteurs ne prennent que 40 à 30%. C'est comme ça que le législateur avait, bien entendu, prévu un arsenal juridique pour éviter que l'argent de l'État ne soit détourné. C'est comme ça que vous avez, on a voté une loi sur l'autorité de régulation des marchés publics, on a voté une loi sur la passation de marchés, comment faire passer un marché public, comment exécuter un marché public, quelles sont les conditions. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je prends dans les domaines des infrastructures, prenons par les ports en eau profonde de Banana. Tous les Congolais ont la fierté, ont la volonté, ont l'ambition de nous voir détenir ou être propriétaires d'un grand port. Parce que tous les bateaux qui viennent avec nos conteneurs, les marchandises, les grands bateaux viennent de partout, de la Chine, de l'Europe. Mais ce bateau arrive à Pointe-Noire, et de Pointe-Noire, on prend les bateaux moyens qui peuvent accoster à Boma ou à Matadi. C'est une honte pour le pays. Et la volonté du Congolais, c'est qu'il devait avoir notre propre port à eau profonde, parce qu'on avait une ouverture jusqu'à l'océan. Mais les ports à eau profonde, dès que vous avez vu, le président de la République a posé la première pierre, était un projet, s'il faut dire en réalité, qui a bafoué et le droit et la science. C'est un projet techniquement et scientifiquement réfutable. Vous allez voir ceci. L'enveloppe globale de ces projets-là, c'est 1,3 milliard. C'est un contrat de concession. Suivez-moi, c'est très technique. C'est un contrat de concession, un projet de concession entre l'État congolais qui a 30% et la société Dubai World qui a 70%. La société Dubai World a 70%. Dans les 70% de cette société de Dubaï, ils ont pris un engagement pour 50 ans. Je vous parle parce que je ne sais pas si quelqu'un de nous sera vivant à 50 ans. C'est un contrat de concession de 50 ans d'années, qui peut même renouveler. Et dans ce contrat de 50 ans, on n'a pas expliqué aux Congolais pour que les gens tirent les conséquences. On n'a pas associé les populations locales qui vivent, qu'on va me déplacer. Mais qu'est-ce qui est mal dans ces contrats? Lorsqu'on a donné ces contrats, a été donné à violation de la loi, les contrats ont été donnés, les marchés ont été donnés de gré à gré. Dans la loi congolaise, on ne peut pas donner un contrat de tel montant d'argent de gré à gré. C'est la violation de la loi. D'ailleurs, à l'époque de l'Ancien Régime, il y a la ministre Mumba, des portefeuilles, qui avait refusé de signer, bien que le ministre des Transports avait signé. Parce que le contrat, c'était un contrat léonais, qui bradait les intérêts du Congo, qui bradait le richesse du Congo. Je vous ai dit que dans les considérations économiques, on a démontré que le taux de pauvreté est très élevé, le taux de chômage est très élevé, le taux des inégalités est très élevé. Donc, il faut tout faire pour concevoir, avoir une créativité, une innovation, pour trouver les moyens à rafler les caisses de l'État, pour combattre le chômage, la pauvreté et les inégalités au pays. Donc, chaque source d'argent, le Congolais doit être jaloux pour voir est-ce que l'argent de l'État, l'argent rentre dans la caisse de l'État. Donc, je viens de vous dire que l'État congolais aura 30% et cette société-là de Dubaï aura 70%. Mais ce qui est scandaleux, pas seulement qu'en violation de la loi sur la passation des marchés, parce qu'il fallait préalablement faire
ce qu'on appelle l'appel d'offres international, c'est-à-dire la mise en concurrence, pour que l'État puisse choisir quel est l'opérateur ou le soumissionnaire où l'État va se retrouver. Il n'y a pas eu de mise en concurrence, dont on a vu les procès, et que tout le monde a été acquitté, sauf une seule personne qui est condamnée à mort, c'est le juge Yanni, qui a laissé sa femme et ses enfants. Parce que personne n'a fait quelque chose. Tout le monde est acquitté. Il n'y a aucun responsable. Mais on nous a présenté que l'argent est sorti. Vous savez c'est quoi le projet de 100 jours? D'abord, le projet de 100 jours est évalué à 427 millions de dollars. Presque 500 millions de dollars, l'équivalent de l'argent qu'on aurait des élections. C'est 497 millions de dollars. Le président de la République a confirmé lui-même, Nicolas Kazadi a confirmé au Parlement, Nicolas Kazadi qui est le coordonnateur a confirmé. Donc, c'est 497 millions de dollars. Et sur les 497 millions de dollars, en septembre 2019, l'État avait décaissé déjà 216 millions de dollars. Parce que les gens regardent seulement les 57 millions. Mais 216 millions de dollars avaient été décaissés en septembre 2019. Et le Congolais a besoin de savoir qu'est-ce que est devenu les 497 millions de dollars. Personne n'a présenté les rapports de synthèse publique, personne n'a présenté les infrastructures faites. On ne nous dit rien sur les 497 millions de dollars, alors que le peuple congolais est en difficulté, la population est pauvre, il est dans le chômage, ainsi de suite. Donc, pour le procès de 100 jours, qu'est-ce que nous exigeons? Parce qu'il se pose un problème de conscience, d'apaiser les esprits et les différentes consciences. Il faudrait, 1, que l'autorité de régulation des marchés publics, ARMP, puisse bénéficier des moyens du gouvernement, donc le gouvernement donne des moyens, de sorte que la ARMP procède au recrutement d'un cabinet d'audit international pour auditer les projets de 100 jours, pour savoir les 497 millions de dollars ont fait quoi, ils sont où. Et ce résultat de cet audit va permettre à ce qu'on sache s'il y a eu détournement, s'il y a eu corruption, s'il y a eu violation des passations du marché qui ont été données de gré à gré. À ce moment-là, on doit avoir de responsables et on va ouvrir un procès de 100 jours. Donc, le procès de 100 jours n'est pas fini. Les Congolais doivent régler. Celui-ci fait le direct. Il fait le direct. Alors, le projet de 100 jours, l'affaire de 100 jours n'est pas terminée. Ce 497 millions de dollars, ça doit être justifié. L'importance d'un cabinet d'audit international, c'est parce qu'ils sont recrutés par appel d'offres international, ils sont dans la bourse, ils ne vont pas venir accepter la corruption pour dire des mensonges. Alors, si le gouvernement congolais ne veut pas donner des moyens, alors le gouvernement congolais peut recourir, bien entendu, aux partenaires techniques et financiers, tels que la Banque mondiale, pour donner l'argent à la ARMP, pour permettre à ce que les Congolais apprennent qu'est-ce qui a été fait avec les 497 millions de dollars. Donc, pour le peuple congolais, l'affaire des projets de 100 jours n'est pas finie. On doit savoir, notre argent est parti où, on a fait quoi avec cet argent. Compteur à zéro, c'est vrai, compteur à zéro. Donc, on n'a pas encore commencé à faire des 100 jours, on n'a pas encore commencé. Je parlais du fameux projet des 145 territoires. Le projet des 145 territoires, c'est un projet en fait qui a bafoué également le droit et la science. C'est-à-dire, c'est un projet politiquement irréaliste, scientifiquement et techniquement réfutable,
et juridiquement illégal. Tenez mes amis, je dis ceci, le projet des 145 territoires est politiquement irréaliste, techniquement et scientifiquement réfutable et juridiquement illégal. Tenez mes amis, tenez. Le projet des 145 territoires, en réalité, c'est le nouveau nom des programmes de 5 chantiers, c'est le nouveau nom de la révolution de la modernité. Donc, en fait, les projets de... Écoutez-moi. Suivez-moi, mes amis, suivez-moi. Le projet des 145 territoires, en réalité, c'est de la rhétorique électoraliste et propagandiste. C'est-à-dire, c'est le nouveau nom des programmes de 5 chantiers, c'est le nouveau nom de la révolution de la modernité. Voilà, je vais vous le démontrer. Je vais vous le démontrer, s'il vous plaît. Je suis très sérieux et je suis prêt, moi-même, suivez-moi, que ce soit moi-même ou les partis, nous sommes prêts à engager un débat contradictoire avec n'importe qui sur chaque projet que nous avons critiqué. C'est scientifique et technique. Même aujourd'hui, je suis prêt. Alors, pourquoi c'est illégal? Je vous ai dit qu'il y a eu... D'abord, c'est quoi les projets des 145 territoires? Le projet des 145 territoires, c'est un projet évalué à 1,660 milliard de dollars. Sur les 1,660 milliard de dollars, normalement, échelonné avec 3 exercices. Premier exercice, c'est en 2021, 300 millions de dollars. 2022 aujourd'hui, 700 millions de dollars et les 660 millions de dollars l'année 2023. 3 exercices. C'est quoi les programmes de 145 territoires? C'est des projets pour les routes des dessertes agricoles uniquement, pour la construction des écoles, pour la construction des hôpitaux, la construction des équipements dans l'administration territoriale tels que le bureau des administrations du territoire et je m'en passe. L'enveloppe globale, c'est 1,3 milliard. Alors, parce qu'il est question des projets, qui seront les agents d'exécution de ces projets-là? C'est la première anomalie. Ils vont recruter l'État congolais. La gouvernance actuelle va recruter le PNUD, qui est un agent des Nations Unies, qui n'a aucune compétence dans la loi sur la passation du marché, sur l'exercice du marché, sur le contrôle du marché. Ils vont recruter le PNUD, qui n'a aucune compétence légale d'intervenir. Non, je vais après ça sur l'état de siège. La crise à l'est, c'est l'état de siège et je termine. J'ai lu les résolutions telles que je vous dis, la conclusion de cette analyse, les résolutions, et je serai à vous et pour les questions. En fait, la question de l'état de siège, je suis maintenant dans la question de l'état de siège. La crise à l'est et l'état de siège. Vous savez que pour comprendre l'échec de l'état de siège, pourquoi l'échec de l'état de siège? En janvier 2019, c'est-à-dire le président Tshisekedi prend le pouvoir, le chiffre des morts est évalué à 50. Alors, l'étude qui est présentée dans les papiers que je vais vous donner ici, publiée par Jeune Afrique, dont j'ai vérifié l'authenticité auprès d'Estani Boujakera, qui a confirmé l'authenticité du document, que c'est Jeune Afrique qui a publié, que moi je vais vous distribuer, parce que vous allez poser des questions aux gens qui gèrent le pays.
L'étude a commencé du mai 2019 au mai 2022. Mai 2019, il y a eu 1222 morts. Combien d'incidents? 1014 incidents. Combien de blessés? 2392 blessés. En 1200, alors maintenant, entre mai 2020 au mai 2021, ça quitte de 1222 à 1350. De mai 2022, de mai 2021 à mai 2022, 2563. La période de l'état d'urgence de mai 2021 au mai 2022, ça passe de 50 à 2019 à 2563 morts. Or, l'état d'urgence avait pour objectif d'arrêter les morts. Donc, c'est un échec. Alors, parce que je vais vous lire les résolutions, la question de la crise globalement, et vous allez revenir à la crise. Donc, permettez-moi de lire les résolutions, les conclusions et les résolutions pour passer au jet des questions et réponses en français. Et je parlerai également à lingala d'une manière sommaire. Et c'est dans tous les secteurs de la vie nationale. Il est engagé dans la mauvaise direction. Il va tout droit vers sa désintégration, sa déchéance et le chaos. Le désastre sera plus grave qu'il ne l'est aujourd'hui, surtout que tous les indicateurs sont au rouge. Le régime actuel au pouvoir est considéré aux yeux du peuple congolais comme un espoir déçu au regard des attentes et de la mauvaise gouvernance politique, diplomatique, économique, sociale et culturelle. Il n'a pas coupé les cordons ombilicaux avec les antivaleurs et leurs auteurs que nous avons combattus avec notre père Étienne Tshisekedi et que nous continuons à combattre aujourd'hui et demain afin d'obtenir le changement réel. 3. La rupture FCC Cash, annoncée avec fracas, n'a été qu'un trompe-l'œil, une chirurgie de surface superficielle, donc pas de rupture avec le passé. L'actuel régime au pouvoir, ayant décidé de s'inscrire dans la continuité de la philosophie générale des régimes antidémocratiques de ses prédécesseurs, de triste mémoire. La continuité de la mauvaise gouvernance, basée sur la démagogie, les mensonges d'État, l'illusion démocratique, la corruption aggravée, l'enrichissement à outrance et illicite, la terreur, la gabegie financière, l'impunité, le tribalisme, le favoritisme aveugle, les détournements, les violations des droits de l'homme, les violations des droits de l'opposition, les laxismes dans la gestion de la chose politique, le népotisme, l'absence de la volonté politique de transformer la RDC en véritable état de droit, où il ferait beau vivre et tant d'autres, renforce notre thèse sur la gouvernance conservatrice. L'actuel régime au pouvoir représente une menace sérieuse contre la démocratie, l'unité nationale, l'avenir du pays et notre destin. Il est un obstacle à la construction, de notre destin pour une société libre et prospère. 5. L'actuel régime au pouvoir a choisi volontairement
et délibérément de s'écarter de l'identité, de la doctrine et de la philosophie générale, de la vision ainsi que du schéma tracé par son immortel fait Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Mon maître, rejetons ainsi son œuvre, son combat, son héritage qu'il a renvoyé dans la poubelle de l'histoire. Ce régime est comme ses prédécesseurs, un régime, je disais ceci, ce régime est comme ses prédécesseurs, un régime contre le peuple. Qu'il faut à tout prix combattre par des voies démocratiques. Au regard de tout ce qui précède, les résolutions suivantes ont été adoptées. Première catégorie des résolutions. Les résolutions pour l'MLP, le parti. Première résolution du parti. Le MLP, parti martyr, parti miraculeux, renouvelle son engagement et son serment fait au peuple congolais de continuer avec les combats de Patrice Emery Lumumba et d'Étienne Tshisekedi wa Mulumba, conformément aux principes, valeurs et schémas tracés par ces derniers pour la construction d'une société libre et prospère. Deuxième résolution du MLP. Le MLP, parti martyr, parti miraculé, et son président, votre humble serviteur, l'honorable Franck Diongo, appelé par vous, peuple congolais, héros vivant, n'ayant pas géré avec l'actuel régime au pouvoir, n'endossera pas un seul instant son bilan largement négatif. Deuxième résolution. Le MLP, parti martyr, parti miraculeux, et son président, que vous avez qualifié, que vous appelez affectueusement héros vivant, n'ayant pas géré avec l'actuel régime au pouvoir, n'endossera pas un seul instant son bilan largement négatif. Par conséquent, le MLP informe l'opinion tant nationale qu'internationale qu'à la demande de son peuple et son attachement au combat de Lumumba et de Tshisekedi, aujourd'hui, il déclare se désolidariser de l'actuel régime au pouvoir.
Je reprends, ok. Par conséquent, allez-y. En fait d'obtenir les changements réels au pays, tel que longtemps souhaité par notre peuple et nos pères fondateurs de la démocratie et de l'indépendance. Troisième résolution du MLP. Troisième résolution. Le MLP informe la communauté nationale et internationale de sa forme volonté, sa détermination et son engagement irréversible de participer aux élections de 2023. Qu'il souhaite être libre, juste, honnête, sincère, crédible et transparente, dans le strict respect du délai constitutionnel. Et c'est avec un vote manuel ou semi-électronique. Le MLP s'oppose radicalement au vote électronique. Quatrième résolution. Le MLP invite la jeunesse congolaise à s'enrôler massivement dans l'armée afin de défendre notre mère patrie. Sur ce, suivez-moi bien, sur ce, le MLP alignera les candidats à tous les niveaux aux élections prochaines. Au peuple congolais. Le MLP demande au peuple congolais de rejeter Félix Tshisekedi et son régime, car il s'est écarté de la ligne du combat de notre père, son immortel Etienne Tshisekedi Wamulumba. Deuxième résolution, d'accepter, de s'unir, de se pardonner, se réconcilier, se rassembler autour d'un idéal commun et non autour d'un homme pour combattre, défendre la démocratie, le développement, la mère patrie menacée par les ennemis internes et externes. Troisième résolution au peuple congolais. Nous invitons le peuple congolais de rejeter avec force le vote électronique au cas où la CENI s'obstinera à nous l'imposer. J'ai dit ceci. Nous invitons le peuple congolais de rejeter avec force le vote électronique au cas où la CENI s'obstinera à nous l'imposer. Quatrième résolution. Rejeter toute planification de fraude électorale qui s'opère en vue d'obtenir un deuxième mandat et la majorité parlementaire par la tricherie. Cinquième résolution. Vous, peuple congolais, d'être aux aguets pour suivre les nouvelles informations et orientations qui lui seront données au regard de l'évolution de la situation politique, économique, sociale du pays. Résolution à la CENI. Je vais me limiter là-bas et alors. Oui, le combat pour l'instauration d'un état de droit, la bonne gouvernance a une histoire, et dans cette histoire, je ne peux pas ne pas citer Alpha Congo. Quand je venais, je me disais, je sais ce qu'il va dire. C'est un homme qui a lutté, milité, qui a sacrifié des années
de sa vie à ce que la démocratie arrive à l'éclosion. Et là, je l'ai retrouvé. C'est un homme qui est resté longtemps patient en se disant nous donnons une chance à Félix Tshisekedi. Mais vous avez remarqué vous-même qu'il a commencé par faire un état des lieux et il en a tiré de conclusion pour dire que ce régime ne mérite pas son appui et il en a tiré de conséquences. Normal de la part d'un homme qui s'est engagé, qui a engagé ses belles années dans ce combat. Je le retrouve comme je l'ai toujours connu, pro-valeurs, pro-principe, pro-démocratie. Et il a démontré à la face de la nation et appelé le peuple à rejeter Félix Tshisekedi et son régime. Je ne peux qu'applaudir à demain. J'ai dit voilà, ce Congo a des hommes de grande valeur qui restent, eux, debout, accrochés aux principes et qui porteront le Congo très loin. Je suis très flatté et je lui tire mon chapeau, je lui dis chapeau bas. C'est pas de la frustration politique? Je sais que les adversaires vont se lancer sur ce terrain-là pour parler de frustration politique, mais l'état de lieu qu'il a présenté, j'aimerais bien voir les gens rencontrer cet état de lieu. Quand il parle de la situation des droits de l'homme, quand il parle de la corruption, quand il parle de violation de lois sur la passation de marché, notamment le port en eau profonde, que ça a été négocié sans appel d'offres, ben, j'aimerais que les gens le rencontrent sur cette question-là. J'aimerais que les gens apportent des réponses à ces questions-là. Là, ils n'apporteront pas de réponses, ils vont aller dans des attaques personnelles et le Congo n'en a qu'à faire des attaques personnelles. C'est quoi la prochaine étape? Mais je ne suis pas du parti MLP, je suis venu ici au nom des affinités politiques et idéologiques qui me lient à Fangdiongo, je suis du parti Ensemble. Peut-être il faut me poser la question, c'est quand la prochaine étape pour Ensemble pour la République? Vous le saurez dans les jours qui viennent. Merci beaucoup. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles.